Salut à tous, c'est Lado Vintage et je reviens aujourd'hui avec un nouveau bilan lecture. Aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que je pensais que je lisais pas tant que ça et en fait je lis quand même pas mal parce que j'ai quand même pas mal de livres à présenter. Bon, je vais pas présenter tout dans cette vidéo forcément, mais il était plus que temps parce que ça commence à dater et j'ai un peu une cervelle de piaf donc je vais risquer d'oublier. Donc je vais d'abord vous parler du Fléau de Stephen King, donc ici dans ce super coffret qui est ressorti récemment. Il est vraiment super beau. Donc il y a les deux tomes, parce qu'en grand format, à la base, il est en d'un seul volume. Là, ils l'ont séparé pour la version poche. Donc c'est une version qui a été revue, pas revue et corrigée, mais de la première publication, il y a des passages qui avaient été enlevés et qui étaient gênants pour comprendre certaines choses, donc avaient été rajoutés par la suite. Et ils sont intégrés dans cette version-ci. Donc moi j'ai lu le premier tome au mois de janvier. Et je me suis enfin décidé à lire le deuxième tome début du mois dernier, parce que là on est en septembre, je l'ai lu début août. Et je vous avoue qu'au début, c'était un petit peu compliqué d'accrocher les wagons. Alors je vais vous faire un bref résumé, parce que je pense que le Fléau, tout le monde connaît, les gens rien que le titre, on sait de quoi ça parle. Donc quand l'histoire commence, on est dans une base militaire, et une base militaire où il y a des virus. Et il y a un des militaires qui est en train de surveiller si tout se déroule bien. Il y a une alarme qui s'enclenche, donc ça se fait avec un voyant qui passe du vert au rouge. Et normalement, quand ce voyant-là passe au rouge, c'est qu'il y a un danger, une menace potentielle. Et normalement, toutes les portes de la base doivent se fermer. Manque de bol, ça ne se ferme pas. Donc le militaire se rend compte que tout le monde est mort dans la base, qu'il y a un virus qui s'est répandu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite, il arrive à se sauver, donc il va récupérer sa femme et son gosse, et il se barre sur les routes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en se sauvant sur les routes, il a quand même contracté le virus, et il va le semer sur son passage, et suite à ça, le virus va éliminer plus de 90% de la population mondiale, parce que ça va se répandre très très vite. Donc j'ai lu ça en janvier, est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas, vu le contexte qu'on a en ce moment, bon, même si c'est un peu amélioré, c'était un petit peu compliqué. Je vous avoue que c'était un petit peu anxiogène pour moi aussi, je pensais pas, mais quand même, bon là, chez nous ça se finit un peu moins funestement que dans le roman. Suite à ça, Stephen King va nous dresser le portrait de plusieurs personnages qu'on va suivre, donc principalement dans le tome 1 que j'ai trouvé qui était une grosse introduction. Donc tout le long du premier roman, tout le long du premier roman, donc Stephen King va nous parler de tous ces personnages, qui va commencer à nous présenter et à développer comme il sait si bien le faire. Donc il y a quand même pas mal de personnages à suivre. Moi j'étais pas perdu, ça va, je me souviens que j'avais réussi relativement à retenir les prénoms et tout. Et sans s'en rendre compte, tous ces personnages-là vont se rendre à un point en commun parce qu'ils font des rêves où ils aperçoivent une femme, mais également un homme. Et grosso modo, la femme représenterait le bien et l'homme représenterait le mal. C'est un petit peu manichéen, mais sans vous en dire trop, ce serait ça. Et donc on apprend à connaître tous ces personnages-là jusqu'à temps qu'ils convergent tous au même endroit. Et dans le tome 2, je peux pas trop vous en parler parce que je vais vous laisser découvrir, c'est la deuxième partie de l'histoire du coup. C'est pas vraiment un tome, mais quand je l'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis rendu sur Wikipédia parce que les prénoms, je m'en rappelais plus. Moi, j'ai pas de, moi j'ai déjà la mémoire des prénoms, je suis déjà pas top là-dessus. Et je me suis remis dedans. Alors, je vous avoue que c'était très compliqué. En plus, j'ai trouvé que personnellement, quand on commence la deuxième partie la deuxième partie du roman, je pensais que ça allait être la continuité, que l'action allait être là et tout ça. Et au final, non, si on le prend en entier, oh, je m'exprime très mal. Si on prend le roman dans sa globalité, je dirais que quand on commence le tome 2, ce serait un creux en fait. Il y aurait une longueur au niveau du récit. Mais si on les prend séparément, c'est comme si en fait à la deuxième partie, on reprenait tout doucement pour venir à la suite de l'action. Donc, comme d'habitude, les chapitres sont assez longs. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs. Alors, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Hein, ça n'engage rien par rapport au roman. J'ai aimé parce que moi, la plume de Stephen King, il m'a à chaque fois. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas eu vraiment de soucis. On prend conscience avec ce roman qu'on n'est pas grand-chose quand même. Et là, Stephen King arrive à nous brosser donc un portrait avec des personnages qui changent. C'est là qu'on se rend compte vraiment que la menace, en dehors du virus qui est là... parce que les personnes qui ont survécu, c'est celles qui, sans le savoir, ont des anticorps ou sont protégées par le virus, on ne sait pas exactement, ont réussi à y échapper. Et on se rend compte des gens, vous savez, c'est un peu...
parallèle n'est pas vraiment là, mais vous savez, ça fait comme Walking Dead, que face à une grande menace mondiale, les gens se révèlent, il y a ceux qui sont là pour s'entraider, d'autres qui en ont rien à foutre, qui pensent qu'à eux et qui sont prêts à tuer tout le monde. Donc il y a des personnages vraiment, vraiment intéressants, qui sont vraiment ambivalents. On voit qu'il y en a qui ont vraiment, au niveau cérébral, psychologique, qui sont pas très très nets. Le souci, c'est que je trouvais qu'il y avait des longueurs. Donc moi, j'ai quand même fini parce que voilà, c'est Stephen King, sa plume, je l'aime beaucoup. Stephen King, on sait que parfois il y a des longueurs. L'autre défaut que j'ai trouvé, c'est que le dernier quart de la fin de ce roman, en fait, je vais le prendre en globalité, de ce roman, c'est qu'il y a des choses qui étaient assez importantes à développer, je trouve qu'il est passé trop vite dessus, et d'autres qui me semblaient moins pertinentes, et il en a fait 100-150 pages. Donc la fin, je suis assez mitigé. Je m'attendais vraiment à un final explosif et tout, et en fait j'ai trouvé que ça se passait relativement vite, et j'étais limite déçu. Concernant les personnages, je reviens pas dessus parce que voilà, Stephen King il sait y faire. Chaque personnage a vraiment sa propre existence, sa propre identité. Aucun ne se ressemble. De ce côté-là, c'était vraiment parfait. Les méchants, il y a le grand méchant qu'on voit là, qui était intéressant, mais je trouve, je sais pas, il m'a manqué quelque chose par rapport à lui. Après, je sais qu'il revient dans d'autres romans, notamment dans La Tour Sombre, mais je ne l'ai pas lu. Et j'ai éprouvé de l'empathie pour les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y a vraiment trop de trucs. Il y a des trucs qui c'était vraiment très manichéen et c'était dommage. Mais par contre, dans les personnages ouais, sont plutôt gris et c'était vraiment pas mal parce qu'il y en a, suite à l'épidémie, qui vont évoluer d'une jolie manière et d'autres qui vont un peu sombrer, dirons-nous. Mais ouais, il y a des trucs que j'ai tiqué en fait. Je m'attendais à un autre développement, à d'autres choses au niveau de l'intrigue et je sais pas, je trouve que c'est un peu déséquilibré. Comme je vous dis, il y a des longueurs et tout. Et on m'en avait vendu, j'en avais entendu de tous les côtés disant que Le Fléau c'était le meilleur de Stephen King, c'était vraiment un des tops du top. Bah, pour moi, non, personnellement, je trouve pas quoi. Ça reste. Après, je suis content de l'avoir lu, hein, faut le lire. Je pense qu'il faut. Si vous aimez Stephen King, lisez-le. Il y a franchement, il brosse quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez phénoménal. Mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Alors, c'est que mon avis, hein, mais ouais, je retiendrai que c'est pas le meilleur qu'il ait fait. Est-ce que c'est dû aussi au fait que j'ai mis trop de temps à lire la suite? Peut-être. Peut-être, parce que je vous avoue que il m'a fallu au moins 200 ou 300 pages, bon, même s'il y a des moments où ça se passe beaucoup plus lentement, qui prend le temps. L'auteur, où j'ai dû raccrocher les wagons, et c'était compliqué. La deuxième partie, j'arrivais mieux, mais je vous dis, j'ai été assez déçu, plus ou moins déçu par la fin. Ensuite, je vais vous présenter le roman d'une autrice que je veux découvrir depuis très très longtemps sans jamais avoir osé y aller. J'avais toujours un peu peur qu'elle soit trop trash parce qu'elle a quand même la réputation d'être une auteure assez hard au niveau de ses écrits et de son univers. Et j'avais des retours qui me disaient que ses romans étaient bien et tout, et je me dis au bout d'un moment, bah, le rond, vas-y quoi. Donc je me suis rendu, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein, donc c'est Christelle Colpert Soufflé, je sais pas trop, désolé encore pour le prénom, je vais dire Christelle parce que je sais pas si j'écorce son nom de famille ou pas. Et je me suis rendu donc comme je vous l'avais dit au Dormantastique, j'en ai discuté avec elle et elle m'a dit que sinon pour commencer j'avais qu'à prendre un roman assez soft, donc elle m'a conseillé celui-ci. D'ailleurs, la première fois que j'avais rencontré Christelle. Oui, je l'avais vu sur un salon, c'était justement à la sortie de celui-ci. Donc ici, alors attendez, parce que je ne me rappelle plus des noms. Donc on suit Faustine, qui est architecte, et qui va tomber en amour devant cette bâtisse qui est abandonnée, et qui va décider de la rénover et d'habiter dedans. Et il y a un affectif pour elle vis-à-vis de ce monument, cette maison qu'elle peut pas expliquer, mais comme si elle était appelée, et cette maison elle en a besoin, elle sait que c'est l'endroit où elle veut vivre, qu'elle ne peut pas laisser ça là. Donc quand le roman commence, elle est à la fin de ses installations, elle continue, elle finit de bricoler quelques constructions dans la maison, elle commence à s'installer petit à petit. Et à côté de ça, Faustine, elle est également auteure, elle écrit des romans sur... ça me fait long. Elle écrit des romans comme des espèces de road trip où elle se rend dans des villes ou des villages abandonnés. Quand elle était enfant, elle a découvert un village abandonné alors qu'elle accompagnait son père sur son lieu de travail, je crois. Et il y a quelque chose, il y a une atmosphère, une ambiance qui s'est dégagée, et du coup maintenant elle a ce plaisir, cette volonté de se rendre sur des lieux abandonnés, et du coup après elle nous fait des romans, des livres un peu documentaires sur ce qui s'est passé là-bas, ce qu'elle a ressenti, tout ça.
Et donc elle a un éditeur, et cet éditeur-là est marié, mais Faustine, elle vit une liaison extra-conjugale avec lui. Ses romans marchent plutôt bien, et quand elle arrive dans cette maison, tout se passe bien, jusqu'au moment où il va commencer à se passer un petit événement étrange. C'est qu'au niveau de la cave se trouve, je crois que c'est en extérieur, il y a des marches avec un bâtiment pour accéder à la cave, justement, et elle est remplie d'eau à ras-bord. Donc Faustine, elle demande à un de ses collègues, ses copains, de vider le fameux, la cave bassin, en fait, l'eau qui croupit là. Et manque de bol, l'eau revient, elle comprend pas comment, elle comprend pas pourquoi, et elle commence à ressentir qu'il y a des choses étranges qui se passent dans la bâtisse et autour. Et voilà comment commence le roman. Alors, moi, quoi dire? Alors j'ai trouvé, alors vous allez me dire, ouais mais Laurent, t'es pas honnête. Si, c'est pas une histoire d'être honnête ou pas. C'est que j'avais demandé à Christelle un de ses romans, mais assez soft pour commencer, parce que moi, quand c'est trop gros ou trop trash, j'ai un peu du mal. Mais au final, c'était peut-être trop soft pour moi. J'ai beaucoup aimé la plume de Christelle, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'au niveau de la tension, elle sait manier la chose et faire monter le récit en puissance tout le long du roman. Elle arrive également à vraiment écrire des moments angoissants quand il se passe des trucs, on est vraiment sur le qui-vive et tout, on flippe. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que c'était vraiment trop soft. Moi, le petit défaut que je dirais, donc ça n'appartient qu'à moi, c'est que l'histoire d'amour, je l'ai trouvée un peu trop présente. J'aurais voulu justement qu'il y en ait, qu'on s'attarde plus sur les phénomènes qui se passaient dans la maison, mais bon, après. Mais quelqu'un qui veut commencer ce roman, ou qui veut y découvrir Christelle et qui a peur d'aller dans quelque chose d'un peu trop trash ou de trop angoissant, qui fait vraiment vraiment peur, allez-y, franchement, c'est une bonne porte d'entrée. Christelle, elle a un style qui est assez addictif. On tourne les pages, c'est fait vraiment page turner. Jusqu'à la fin où tout le long je me suis demandé ce qui se passait, j'ai réfléchi, je me dis mais c'est quoi, mais c'est quoi, mais c'est quoi. Parce que jusqu'au bout on n'a pas la solution quoi. Moi personnellement j'aurais pas deviné. J'ai trouvé la fin vraiment bienvenue. Le fait que l'héroïne parle de lieu abandonné, Christelle donne quelques pistes. Donc j'ai lu des critiques qui disaient qu'elle en disait pas assez. Mais en même temps c'est pas le but du roman. Donc elle donne quelques pistes et je trouve ça bien parce que ça peut permettre aussi à ceux qui sont intéressés par ce genre de sujet de se renseigner. Donc Christelle donne quelques lieux abandonnés qui existent réellement, je pense, elle a dû se renseigner. Et ouais, ce serait pas mal, les gens qui aiment ça, d'aller se rendre sur les différents lieux cités. Elle va laisser petit à petit, vous savez, comme le petit poussé, elle va donner un petit peu de tension, elle va laisser revenir. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est au moment, entre guillemets, où on s'y attend le moins qu'il se passe quelque chose. Parce que moi, le lecteur impatient par excellence, j'étais là, mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et elle arrive plus ou moins, c'est pas vraiment le terme adéquat, mais à vous endormir. Elle laisse l'héroïne dans un quotidien et d'un seul coup, paf, elle vous met un truc et tu dis ça y est, il y a quelque chose. Mais elle laisse vraiment monter petit à petit la sauce. Elle n'est pas non plus dans le grandiloquent, elle va pas amener sur des phénomènes complètement absurdes ou qui vont aller trop loin. Elle reste assez terre à terre, enfin terre à terre. On parle de phénomènes paranormaux, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est bien, c'est qu'ici il y a un avant-propos et Christelle se permet toujours de parler et s'adresser au lecteur. Et je trouve que c'est bien de créer ce lien à travers, indirectement à travers le livre. Donc au début, elle nous explique les conditions dans lesquelles elle a écrit le livre, comment, pourquoi, je trouve ça super intéressant. Bon, moi je le connaissais déjà parce que j'avais vu Christelle en direct et du coup elle m'en a parlé. Mais c'était vraiment sympa. Et à la fin, en plus, comme elle a visité cette maison et Christelle a eu, moi je vous en parlerai après. Donc elle a laissé des photos de la vraie bâtisse qui existe. Et ce qui est bien, c'est que Christelle m'avait expliqué, donc je parle en son nom, je me permets. Elle avait vraiment eu un affectif assez profond vis-à-vis de cette maison quand elle l'a rencontrée. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et plutôt que d'écrire un livre qui va raconter l'histoire de cette maison, je pense qu'elle s'est renseignée sur l'historique de la bâtisse. Mais elle va mettre en scène un personnage pour rendre hommage à la maison et je trouvais que c'était une belle déclaration ici littéraire par rapport à ce qu'elle a ressenti. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc un premier tome vraiment sympa. Donc moi je vous dirais juste, donc comme je l'ai dit, que l'histoire d'amour est un petit peu trop présente, mais c'est mon avis personnel. Mais sinon, je trouve que Christelle a un style très fluide et qu'au niveau angoissant, elle sait vraiment gérer les choses et vraiment nous mettre l'attention comme il faut. Du coup, suite à celui-là, et dans une thématique similaire, mais sur une autre histoire, j'avais aussi pris celui-là à Christelle, donc le Manoir aux Chimères. Donc on parle aussi maison abandonnée, c'est abordé d'une autre façon. Donc ici, on va suivre Romane, qui est une enquêtrice privée,
qui est sur la sellette depuis la disparition d'une fille de 15 ans. Romane, elle a un caractère bien trempé, elle se laisse pas faire. Et il y a un mystérieux homme qui se présente à elle et qui lui demande d'enquêter sur une maison abandonnée. Donc l'une des deux, elle dit oui, lui propose quand même une somme d'argent assez conséquente. Elle se rend dans la maison et quand elle arrive là-bas, elle trouve une maison absolument sublime. Mais le mystère, c'est qu'on n'a jamais su comment, pourquoi, du jour au lendemain, elle était abandonnée et le propriétaire a tout laissé dans la maison. Mais vraiment tout. Hein. C'est comme s'il était parti en claquant la porte et qu'il n'était jamais revenu. Quoi. Du coup, donc Christelle, elle va pas abandonner, elle va décider d'aller fouiller la maison de fond en comble, donc tous les papiers qui s'y trouvent, les journaux, elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi le propriétaire est parti, qui était le propriétaire également. Parce que la personne qui l'a contacté en fait veut racheter la maison. Donc Romane se rend dans le fameux manoir, elle va même jusqu'à aller dormir à l'intérieur, mais franchement moi ce qu'elle a fait, elle a un sacré courage parce que moi je n'aurais pas fait le cas. Et il va se passer des choses assez mystérieuses à l'intérieur. Donc c'est différent comparé à Abandonné que je vous ai présenté juste avant. Ici on va aborder les choses différemment. Ce qui se trouve à l'intérieur de la maison est assez néfaste, assez obscur, assez mauvais. Et une fois de plus, Christelle arrive à distiller petit à petit son intrigue jusqu'au bout. Moi, j'ai pas vu de fin mot de l'histoire. Pourtant, elle décime, elle donne quelques éléments à droite à gauche, mais elle est forte parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Et une fois de plus, bah, Christelle elle a mis des photos hein, à l'intérieur, donc c'est une maison qu'elle a été elle-même visitée. Bon, il y a une petite histoire, je vous en parlerai pas, pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai découvrir vous-même. Vous pouvez passer par son site hein, pour découvrir tout ce qu'elle a écrit. Christelle, c'est une autrice assez prolifique. Une fois de plus, au début, elle parle au lecteur et également à la fin. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. En plus, elle donne des anecdotes qui font frissonner. Au niveau de tout ce qui est gestion de phénomènes un peu ambigus, paranormaux et tout ça, pareil. Elle en fait pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, un page turner. Mais, comme je vous dis, c'est encore pour moi un peu trop soft. Mais elle aborde aussi une affaire que moi j'avais entendu parler, donc je trouvais ça pas mal qu'on revoie ça à l'intérieur. Et bah, je sais que je suis paré en fait. Je suis paré pour lire la suite de ces romans. À la base, moi je sais que c'est pas cela que je voulais découvrir. C'est un autre titre qui s'appelle Hanté. Mais que je découvrirai par la suite, donc je sais que si celui-là j'y arrive, je peux y aller pour la suite. Donc il n'y a pas de souci, je sais que ce sera le prochain truc que je découvrirai de Christelle. Et je vais essayer de monter crescendo parce qu'il y en a vraiment qui sont assez compliqués. J'ai une de mes copines, donc Pauline pour ne pas la citer, qui m'a dit qu'il y a certains titres qui pourraient vraiment m'affecter personnellement. Donc, parce que vous savez, quand vous allez sur le stand de Christelle, que vous discutez avec elle, qu'elle vous montre ses titres, et que vous lui montrez certains de ses titres, et qu'elle vous répond non mais celui-là au bout d'un moment j'ai arrêté d'écrire parce que j'ai l'impression de devenir cinglé, d'écrire des trucs de malade. Et là t'es là, ah oui d'accord, ben, on va peut-être pas le prendre tout de suite. Donc voilà. La seule question que je me pose, il faudra que je demande à Christelle, que j'ai oublié de vous parler, c'est dans Abandonné. L'histoire se suffit elle-même, mais la fin laisse supposer une suite. Et moi, il faudrait que je demande à Christelle si la suite, elle la prévoit ou pas. J'aimerais vraiment savoir s'il y a une suite qui est au programme, parce que franchement, il y a un petit élément qui fait qu'elle pourrait écrire une suite à cette histoire-là. Donc, suite au prochain épisode, je ne sais pas. J'ai découvert également des œuvrés de Jérémy, alors c'est Vassinov ou Vasinov, je ne sais pas comment que ça se prononce, je suis désolé. Donc ici c'est une édition intégrale, c'est-à-dire qu'à la base des œuvrés est sorti avec 3 ou 4 nouvelles, il me semble. Il a, attendez que je ne dise pas de bêtises, il me semble, je crois qu'il y avait L'homme vide, Diplômé et Julie, qu'il avait écrit à part Rue de Soie, qui est la nouvelle qui est la plus longue du recueil, et Débarras qu'il a dû intégrer récemment parce que Débarras parle par rapport au confinement. Je ne sais pas. Donc ici nous avons dans cette intégrale 5 nouvelles, plus ou moins longues. La thématique porte sur le travail, le monde du travail. Et j'ai lu la première histoire qui s'appelle L'homme vide. Et comme on parle du monde du travail, on parle également donc de chômage, de tout ça. Donc dans L'homme vide, on va aborder le fait qu'on est invisible à la société quand on est chômeur. Qu'on subit, vous savez, les brimades des gens autour. T'es chômeur, t'as pas de travail, donc forcément t'es un feignant, t'es ci, t'es ça.
Et moi j'ai subi ça quand j'étais chômeur, bon il y a très longtemps maintenant, mais j'étais chômeur et j'ai vécu cette sensation d'être, de pas faire partie de la population active, d'être chez soi, de chercher du boulot, de ne pas trouver, d'aller à des entretiens d'embauche et qu'on nous dise oui on vous rappellera qu'il n'y a rien qui est fait et t'as l'impression d'être plus rien du tout. Et c'est vraiment ce sujet-là qui est abordé. Moi il m'a touché particulièrement parce que ça a fait écho à ma vie privée. Euh, on va aborder aussi le harcèlement au travail. Je trouvais que c'était fait pareil encore d'une manière assez originale, parce que déjà vous vous rendez compte, faire un recueil de nouvelles sur le monde du travail à travers le prisme du fantastique et un petit peu d'horrifique. C'est un petit peu gore pour certains trucs, et c'est violent. Et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, quoi, pourquoi ne pas y penser. Et tout ce qui est traité dans cette nouvelle est fait aussi avec des métaphores, donc à travers le fantastique. Et comme je vous ai déjà dit, moi j'aime beaucoup les métaphores et je trouvais que c'était vraiment bien rendu et bien amené. Donc ça parlera au plus grand nombre. Et la plus grande nouvelle, rue de Soir, on est sur une recherche d'emploi, il y a une critique vis-à-vis de dysfonctionnement vis-à-vis de Pôle emploi et tout ça, qui est pareil, qui était vraiment bien trouvé. La dernière nouvelle, Débarras, où on parlait de télétravail, où il y avait l'idée de l'aborder avec la thématique du confinement et tout ça, qui était très choquante. Moi, c'est celle qui m'a le plus choqué. Je trouvais que c'était bien écrit, que le fait que l'auteur ait voulu se porter un peu comme être un peu le porte-parole de ces gens qui sont un peu invisibles à la société, qui sont chez eux, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, que tout n'est pas forcément évident. Moi, je sais que c'est un livre qui va me marquer dans mon parcours de lecteur pour la bonne raison qu'il a vraiment fait écho en moi. Le fait de démontrer qu'être chômeur, c'est pas être feignant. Montrer qu'être chômeur, ce n'est pas être inutile. C'était vraiment vraiment bien vu. Moi, émotionnellement, ouais, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça peut donner un peu d'espoir aussi et se dire que les gens, parce que souvent on se sent un peu isolé, un peu tout seul dans ces cas-là. Et parce que même quand vous êtes, vous savez, vous êtes chômeur, vous avez des amis, vous allez les voir, mais eux vont vous raconter leur semaine de travail, vous avez vraiment pas grand-chose à dire, vous étiez chez vous, à chercher, vous trouvez pas. Il y a quand même une certaine déprime qui peut se présenter, qu'on peut ressentir, une certaine lassitude, on a envie de lâcher prise au bout d'un moment et de se dire de toute façon ça mènera à rien, donc il y a un manque d'espoir. Et ce livre-là, je sais que si demain je suis confronté à nouveau à ce problème-là, j'aurai toujours en tête le livre de Jérémie et je me dis que ce sera un peu une bouée de sauvetage. Et que si je perds un peu pied, je me dirais mais non Laurent, regarde. Il y a eu deux œuvriers et des œuvriers, tu as bien montré que t'es pas tout seul dans ce cas-là et que tu peux y arriver. Et franchement, de toutes les nouvelles, moi celle qui m'a plus marqué, c'est la première, L'homme vide, qui m'a vraiment touché, parce que ça m'a parlé personnellement. Débarras avec une fin qui était vraiment choquante, mais que j'avais pas vu venir et qui est vraiment bien trouvée. Et Rue de Soie, qui est la plus longue, qui tient à peu près la moitié du recueil, qui est fait. Moi j'ai pensé un peu à Alice au Pays des Merveilles avec cette idée, il y avait un peu une quête quelque part. Et en plus, quand j'ai fini la nouvelle, ça m'a travaillé les jours d'après, donc vous voyez comme quoi ça m'a marqué. Et j'y ai réfléchi, et petit à petit, il y a des trucs que j'ai pas vus à chaud. Mais en fait, en y repensant, je me dis, ah ouais, c'est pas bête ce truc-là. Et franchement. Donc là, tant que je vous en parle, Jérémy est actuellement en train de faire une campagne Ulule pour un roman d'horreur cosmique. Je crois que c'est ça qu'on dit. Qui s'appelle Cosm, K-O-Z-M. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il reste encore, je crois, quelques jours pour participer. La couverture, elle est ouf. Et franchement, je pense que c'est un auteur d'auto-édition qu'il faut vraiment encourager. Je trouvais que ce qu'il a fait, c'était culotté parce que, oui, parce que moi, je trouve que c'est culotté quelque part. Parce que c'est de base, quand je vous dis, c'est un recueil qui parle du monde du travail, tu te dis, c'est pas ouf. Mais abordé par rapport aux sentiments humains, aux gens derrière, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée. Et je sais que personnellement, ce roman, donc du coup ce recueil de nouvelles, aura marqué ma vie, mon parcours de lecteur. Donc cette année, j'en ai pas eu beaucoup, hein. J'ai eu Oracle de Stéphane Grunenwald qui m'a vraiment marqué parce que j'étais dans l'indécision, je me suis retrouvé le cul entre deux chaises, il m'a vraiment retourné les tripes et tout ça. Et celui-ci aussi qui m'aura beaucoup parlé pour l'instant, en dehors des coups de cœur bien évidemment. Et ce sera vraiment le deuxième roman qui m'aura vraiment marqué. Et pour terminer, ben justement, en parlant de terminer, un jour ou l'autre, il fallait bien que ça s'arrête. Le dernier tome des aventures d'Alan Lambert, donc Les couloirs démoniaques de Jean-Marc Thénault. Voilà, vous êtes libéré, je vous parlerai plus de Jean-Marc Thénault. Enfin si, il me reste l'œil du chaos à découvrir un peu plus tard. Je vais attendre un petit peu parce qu'après j'en ai plus.
Et bon, après, l'œil du chaos, c'est carrément notre thématique. Donc ici, je sais pas si vous vous souvenez, donc Les Aventures d'Alan Lambin, c'est une série en 4 tomes où on va suivre un homme d'une quarantaine d'années qui fait de l'urbex, entre guillemets, qui propose ses services pour se rendre dans des maisons qui sont hantées ou qui subissent des phénomènes paranormaux. Et il est là plus ou moins pour les étudier et les faire partir. Mais il veut toujours... Alan n'y va pas juste pour faire partir les choses, il veut comprendre l'histoire qu'il y a derrière. Il veut également écouter les gens qui subissent. Et du coup, il doit creuser dans le passé pour découvrir le pourquoi du comment les lieux d'habitation où ils se rendent subissent ces phénomènes. Un dernier tome un petit peu à part des 3 autres. Parce que moi, quand je l'ai commencé, dès les premières pages, on sait que c'est la fin. Moi, au bout de 2 chapitres, j'ai refermé le livre, j'ai dit je vais attendre un petit peu. J'ai eu un petit moment où j'étais vraiment une petite vague de tristesse qui arrivait, je me dis ça y est, c'est fini quoi. Et sans m'en rendre compte, je m'étais vraiment attaché au personnage et je me dis ça y est, Alan Lambin tire sa révérence, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et j'étais vraiment triste de lui dire au revoir, parce que les personnages, il n'y en a pas tant que ça, on les retrouve au fil des tomes et on s'attache vraiment à eux, à leurs aventures. Et une fois de plus, pour ce tome 4, donc il y a un lien direct avec le 3, donc ceux qui commencent à les découvrir, lisez avant Les couloirs démoniaques, attendez, le titre c'est, je ne sais plus, j'ai oublié, Les Galeries Hurlantes, pardon. Donc lisez avant Les Galeries Hurlantes avant de découvrir celui-là, parce qu'il y a un lien direct entre les deux. Et ici, on va, sans vraiment vous spoiler, dans les romans d'avant, on parlait toujours, donc quand ils se rendaient sur un lieu, des gens qui entouraient le lieu et de leur passé et tout ça. C'était toujours fait de manière différente, c'est pas répétitif, à part le fait qu'ils se rendent dans un lieu et que c'est hanté. Mais c'était jamais répétitif, c'était toujours abordé d'une façon différente, il y avait toujours ce côté historique qui était présent. Mais dans celui-là, on va aborder vraiment le personnage auquel on va creuser, entre guillemets, c'est Alan lui-même en fait. Et c'était vraiment bienvenu. Il y a des petits trucs qui sont un peu différents, pareil, je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment. Un peu plus sombre aussi que les autres. Mais encore une fois, oui, il y a des scènes qui sont vraiment un peu plus hard. Moi j'ai envie de vous dire hard, c'est pas non plus trash, hein, c'est pas gore ni rien, mais qu'il faut encore bien flipper. Moi je sais que j'ai encore eu des petits frissons en le lisant. Et je suis vraiment content d'avoir lu ces 4 tomes. Je sais que malgré que j'ai jamais eu de coup de cœur pour un des 4 tomes, je sais que la saga en elle-même est un coup de cœur et ce sera vraiment la saga qui aura marqué l'année 2021. Vous voyez, décidément, c'est quand même des bonnes lectures cette session. Et que j'oublierai pas Alan Lambert, qu'on peut pas l'oublier, et que je sais que si je veux le faire revenir à moi, il faut que je recommence à les lire. Et ouais, une série vraiment sympa. En plus, Alan, c'est un héros qui a une quarantaine d'années, donc je trouve ça bien parce qu'on passe pas avec des jeunes. Vous savez, souvent des séries, on va mettre des jeunes, qu'on le vend en poupe et tout. Là, on part sur quand même quelqu'un qui a 40 ans. Ça se passe dans les années 80. Et Alan, il est chiant en plus. Bah, il est attachant, mais il est chiant parce que quand il va faire une enquête, il va poser des questions, mais limite trop, et du coup, il peut faire fuir les clients, mais il veut pas bêtement croire en ce qu'on lui dit. Alan, c'est quelqu'un de très rationnel, et pourtant, quand il voit, il doute pas. Il sait qu'il a vu quelque chose, mais il est un peu casse-pied, donc il y a toujours. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a Mina qui est derrière pour veiller au grain, donc sa secrétaire, et son assistante, sa collaboratrice. Et elle est toujours là pour lui remonter les bretelles s'il faut. Et eux deux, je les adorais. Franchement, le duo qui menait, c'était vraiment génial. Il y a d'autres personnages, il y a des antagonistes aussi, mais c'est vraiment. Je sais pas. Jean-Marc Desnos, il arrive donc à vous amener toute cette histoire, toutes ces affaires, ces enquêtes paranormales. Donc il y a toujours un suspense pour avoir le fin mot de l'histoire. Donc il y a un petit côté policier. Il y a tout ce côté fantastique, un petit peu horrifique, qui moi m'a fait flipper à chaque fois, qui est super, super bien, quoi, qui est présent et qu'on adore. Et il y a aussi ces personnages auxquels il apporte beaucoup de tendresse, qui sont loin d'être parfaits. Hein. Ils sont comme tout le monde, hein, ils ont leurs défauts aussi. Mais à mon avis, il est peut-être pas très objectif, mais non, voilà. Donc une saga que j'ai adorée, franchement, si vous voulez découvrir une petite saga fantastique, horrifique, vraiment oui, horrifique, c'est vraiment léger, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout ça ou très peu. Mais il n'y a pas de bras qui s'envolent ou de membres dévorés, tout ça, on n'est pas dans ce truc-là. Mais franchement, j'aurais pas cru en commençant la Maison Bleue Horizon que j'aimerais autant, mais
Ouais, j'ai hâte de découvrir L'œil du chaos pour voir ce que Jean-Marc a fait dans un autre registre. Mais Alan Lambin, pour moi, restera une référence que j'adore. Mais il a fallu dire au revoir et c'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des choses qui vous intéressent, des choses que vous avez lues, me donner votre point de vue. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!